Interview BO par Benoît Bazerico. Pierre Desprates, compositeur du film Les Reines du Drame, premier film d'Alexis Langlois. Comment la rencontre s'est faite ? À Locarno, pour la première fois, quand on présente After Blue. C'est à travers le travail de Bertrand Mandico qu'elle a développé un intérêt pour mon travail. C'est un film musical qui a beaucoup de chansons, parce que ce film relate le parcours de diva de la pop, un parcours rétrospectif, c'est une star de YouTube qui raconte sur plusieurs décennies la montée et la déchéance de cette star. Donc il y a beaucoup de chansons qui pastichent aussi, des chansons qu'on a pu entendre de pop. À quel moment s'est situé justement ce pastiche et à quel moment s'est située la musique du film ? Comme tu dis, c'est le récit d'un youtubeur dans le futur qui va raconter une histoire qui commence plus ou moins en 2005-2015 et se finit en 2055, et que, en dehors du pastiche, aussi situer des musiques et des chansons selon les codes, c'était une manière d'essayer d'accompagner un récit un peu historiquement. Donc, par exemple, Billy Collier, incarné par Joe Ventura, a un groupe qui s'appelle Fante et joue de quelque chose comme de l'électro-clash. Les chansons sont composées par Rebecca Warrior, qui, avec Sexy Sushi, a développé ce style d'électro-clash au début des années 2000. Au début de biceps de tueuse, mâchoire cassée de cascadeuse, beaucoup de poids pour plus de masse. Mimi Madamour, dont les chansons sont composées par Yel, représente cette forme de pop aussi du début des années 2000, et Yel était tout à fait trouvée. Pas touche, si tu veux ma bouche, prends d'abord mon cœur, ou reste sur la touche. Moi, je me retrouve à composer des chansons comme Fisté jusqu'au cœur et Désabusé. Fisté jusqu'au cœur, c'est la chanson qu'elle compose ensemble en 2015. On ne fait plus qu'une, je me fonds en toi. On ne fait plus qu'une, je me fonds en toi. On ne fait plus qu'une, je me fonds en toi. On ne fait plus qu'une, je me fonds en toi. Et moi, en 2015, j'ai 25 ans et je me retrouve à faire cette espèce de pop un peu hyper pop, un peu plus moderne, mais déjà un peu dans le passé en 2015. Donc il y avait un travail d'essayer de toujours saisir les codes d'un air du temps, où on est à la fois des artistes, des autrices en train d'inventer des choses, et en même temps toujours des produits dans une forme industrielle, dans des formes de mode, toujours en train d'essayer de vendre son âme ou de la sauver. On sait jamais trop, et je trouve que le film incarne ça très bien. Et à l'endroit de la musique de film, on était parti sur la composition en imaginant une musique hybride, plus électronique. Et puis l'idée de donner à deux personnages qui sont plutôt en marge, même si c'est des gens qui sont attirés par la fame et le star system. Mimi Madamour, c'est une artiste qui gagne quelque chose qui est l'équivalent de À la recherche de la nouvelle star et qui fait un tube et qui est une lesbienne au placard. Et Billy Collier, c'est une chanteuse un peu trash qui a un moment de succès, mais ça reste des corps qui finissent sur le bas-côté de l'industrie de la musique. Et l'idée de leur offrir une musique un peu grandiose, un récit lyrique avec une forme classique, une musique orchestrale, c'était quelque chose qui nous a soudainement vachement excités.
Donc il y a plusieurs espaces de musique dans le film. Alors, le premier espace, donc, ce sont ces chansons interprétées par le casting. Donc j'imagine qu'il y a eu un travail évidemment pour le tournage, avant la réalisation du film. Comment ça s'est travaillé avec le casting? Et puis il y a eu une collaboration avec Rebecca Warrior à cet endroit-là. En effet, il a fallu travailler sur des chansons pour le tournage parce qu'il y a des scènes de concert, des clips et des moments plus comédie musicale, avec une mise en scène diégétique, extra-diégétique, ambiguë, on bascule tout le temps. Dio a incarné sa propre voix. Louisa Ora, qui joue Mimi, n'a pas voulu chanter, ne pouvait pas chanter. Et donc on a trouvé une voix de casting qui est celle de Ambrielle. Je ne connais pas son nom de famille malheureusement, mais qui est une chanteuse extraordinaire qui fait partie du casting de Starmania. Et le travail, ça a été des répétitions en amont, assez peu. Et puis 3 sessions d'enregistrement. D'abord une première pour avoir une première incarnation et les métriques des voix pour pouvoir faire le tournage avec les labiales bien synchronisées. Ensuite, un retravail, puisque au cours du montage, on a précisé les émotions des séquences et puis les trajectoires des personnages. Et donc, on avait envie parfois de réincarner un petit peu les choses. Par exemple, dans Fisté jusqu'au corps, c'est en duo. Et il a fallu réajuster l'équilibre entre les 2 personnages dans leur interprétation. Et la collaboration avec Rebecca, c'est qu'elle a composé d'années d'amour. Et moi, j'ai travaillé à l'arrangement pour le rendre plus violent, tout simplement. Je me laisse tomber. Moi dans ma chute, je vois défiler tes cheveux, ta bouche, ton corps brillant. Moi je m'expose sur le bitume brûlant. Le film, on peut le dire, donc, est très drôle, dans un premier temps surtout, avec des chansons qui poussent très très loin la dérision. Quelle est la part de post-production? C'est-à-dire que, est-ce que justement il fallait que ce soit parfait pour le tournage? C'était un film très ambitieux avec un financement difficile parce que le scénario ne mâche pas ses mots. Il est très drôle, il peut être vulgaire, un peu trash, donc l'argent a parfois manqué. Donc il n'était pas question de figer les choses en amont. Non, l'objectif c'était vraiment de se dire qu'il nous fallait l'âme des chansons et qu'elles racontent la bonne chose. Et ensuite de pouvoir avoir quelque chose de synchronisé avec les labiales et d'avoir une chorégraphie au plateau possible à imaginer. Il y a évidemment des coupes. Je pense qu'il y a d'années d'amour qui est entière. Patouche aussi, mais parce que la séquence est elliptique. Et sinon, toutes les autres chansons sont coupées. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter la BO quand elle sort, parce que les chansons seront complètes. Il manque des couplets. Il y a eu un travail de post-production sur la longueur et sur réenregistrer certaines voix pour de l'incarnation, retravailler un petit peu de production. On a ajouté de l'orchestre sur Fisté jusqu'au cœur. Et ces chansons sont écoutées de nombreuses fois parce qu'il y a évidemment les différentes représentations de ces chansons dans le récit. Il y avait l'enjeu qu'elles soient efficaces, mais aussi qu'elles ne lassent pas. Je trouve qu'à chaque fois qu'on réentend les musiques, on les redécouvre à chaque fois. Il y a quelque chose dans le film qui était assez intéressant, même en tant qu'expérience de travailleuse. C'est que Mona Soyok, qui est la chanteuse du groupe Casse Product, qui est un groupe emblématique de Cold Wave française, a composé les morceaux de Magali Charmer et Ellie Moore, qui est ce binôme de chanteuses de la génération passée, sur laquelle vient en miroir se calquer l'histoire d'amour de Mimi Madamour et Billy Colère. Et il y a quand même une sorte de cercle bouddhiste permanent d'éternel retour qui se joue dans le film. Et les chansons, au même titre, vivent le même éternel retour. Donc Patouche, qui est ce tube des années 2000, créé au moment de cette émission de télé-réalité, va se retrouver repris par la scène drague qui utilise les chansons des icônes pop, mais aussi
il y a cette chanson de Magali Charmer, donc Mona Soyoc, composée dans les années 80, qu'on écoute d'abord une première fois sur une VHS parce que les deux personnages en sont fans. Et du coup, au moment de la finale de l'émission de télé-réalité, Mimi Madamour va interpréter sa propre version de cette chanson, que j'ai arrangée dans une version de variété orchestrale pour plateau télé, mais que je trouve assez émouvante. Donc du coup, c'est vrai qu'on réentend les chansons, mais on réentend les chansons réinterprétées, parce que c'est une matière qui est sans cesse redigérée par le public et les artistes d'une scène, quoi. La lune est pleine, trottoir sale, j'ouvre mes veines, c'est le spleen abyssal. Terminé, c'est pas la peine, c'est minable, trop de peine. La lune est pleine, les trottoirs sales, j'ouvre mes veines, spleen abyssal. Terminé, c'est pas la peine, cette vie minable, j'ai la haine. Terminé, c'est pas la peine, cette vie minable, j'ai la haine. Déchets d'amour, déchets, déchets. Il y a beaucoup de filtres, c'est-à-dire qu'il y a des filtres chronologiques à différentes époques, avec à chaque fois le timbre et l'orchestration de chaque époque. Et il y a aussi le filtre des personnages, qui ne sont pas au même stade émotionnel au fur et à mesure. Le récit se tend comme une mécanique, c'est-à-dire vraiment il y a une histoire d'amour qui démarre et puis petit à petit la désynchronicité se fait sentir, et alors là on prend la mesure du drame. Du drame qui s'annonce et qui va se télescoper avec toute la violence d'une industrie de la musique et d'une société homophobe. Le réalisateur Alexis Langlois, de quelle nature était cette collaboration ? C'était assez fou parce que c'était une collaboration qui était... j'ai deux mots qui me viennent en tête, mais c'était excitant et électrique, quoi. Il y avait une joie très très grande à incarner au premier degré cette histoire, à écrire ces chansons et à justement, même si on est dans la référence, on était au même endroit que Stevie, que le fan en fait. On se plaçait pas du tout au-dessus. C'est-à-dire, moi, ma sœur, elle a participé à une émission de télé-réalité de chansons parce qu'elle voulait essayer. Enfin, moi, c'est l'univers dans lequel j'ai baigné. Et du coup, j'étais extrêmement ému. Et d'ailleurs, c'est la dédicace finale du film, de voir que Alexis, son attention se concentrait sur les émotions des gens qui regardent la télé, en fait, ou qui sont frappés par des stars de télé, c'est-à-dire vraiment les gens qui ont été bouleversés par des produits marketés en masse de Britney Spears. C'est des émotions qui sont très très réelles et très très fortes, quoi. Quand Alexis arrive avec ce scénario, avec ce film, et qu'il aborde ces sujets-là, moi ça m'allume absolument directement. Donc on est très excités. Au départ, je devais pas composer Fisté jusqu'au cœur. Et quand il vient en studio, on s'assoit au piano et puis en fait, on se rend compte qu'on est rempli de tous ces codes de pop culture, de variété, et que moi j'ai soudainement un espace pour que ça sorte. Et pour qu'on puisse se laisser aller là-dedans. Et donc les chansons commencent à sortir, et puis je cherche des choses pour le score qui sont plus Gregoraki, teen movie, quelque chose de feutré, de nocturne et d'assez doux, parce que je me dis que le film d'Alexis va être très rempli et très intense, et que peut-être que le rôle de la musique, ça va être de venir créer des moments de distance par rapport à l'intensité du film.
Alexis me guide et ouvre une porte vers une musique expressionniste que j'avais jamais eu l'occasion de faire. On a vraiment des séquences de 8 minutes où il y a un fil narratif qui est tissé par la musique et qui raconte de la psychose et puis soudainement un attachement et puis on bascule d'un personnage à l'autre et vraiment une forme narrative très premier degré, très classique. J'étais très reconnaissant d'avoir l'espace pour faire ça, quoi. Il y a aussi une romance. Est-ce que la part émotionnelle des personnages a été travaillée en musique dans un second temps, de manière différente, ou alors, quand tu as travaillé sur les chansons, l'aspect émotionnel était déjà présent? On l'a travaillé dans un second temps. On a sculpté l'arc romantique au fur et à mesure de la post-production. On savait qu'on voulait dessiner les contours d'une musique avec une forme classique et de faire un récit de conte. C'est pour ça que Stevie, ce youtubeur, nous accompagne et il est notre narrateur, comme ouvrir le livre d'Ampodan ou l'ouverture du Magicien d'Oz. De la tragédie amoureuse. Mais ensuite, je sais qu'on a précisé beaucoup de choses sur la psychose, la violence, la romance, la douceur. Ça, c'est venu au fur et à mesure. Et que donc, du coup, au fur et à mesure, on a aussi reprécisé parfois certains arrangements de chansons. Le moment de bascule, un point central du film, c'est vraiment la victoire de l'émission de télé-réalité, quoi. Et ça, pour moi, c'était, je crois que c'est le moment où j'ai compris que la porte était ouverte pour faire de l'orchestre. Parce que c'est la séquence de Palmienne, on est au ralenti et puis on est dans les yeux de Billy, folle amoureuse de sa copine, qui la voit gagner et donc qui est traversée par la joie. Et puis soudainement, tout le public arrive au ralenti et puis on voit Guy, qui est son manager en puissance, qui va la transformer en produit. Et puis il y a le fan qui surgit sur scène et ça dure 5 minutes tout au ralenti et la musique navigue à travers en fait toute la tension du film qui vient à cet endroit-là comme une sorte de clé de voûte, quoi. Et ça a été la séquence un peu déterminante qui nous a permis de construire même l'effectif de l'orchestre, je pense. C'est à cet endroit-là qu'on a décidé de qui on allait enregistrer. C'est une scène très forte qui évoque Carrie. Et au niveau de la musique, on entend donc toute une instrumentation romantique de cordes, cuivre, bois, flûte. Ah ben ça, c'était très important pour moi parce que d'abord, j'apprends à aimer cet instrument. Cette flûtiste soliste, Louise Malherbe, qui a aussi joué dans Conan, eh bien c'est la femme que j'aime. Et du coup, c'est moi, à ma manière, ma déclaration d'amour.
c'était aussi de se retrouver à unifier tout un tas de périodes de ma vie où j'étais batteur dans des groupes de hardcore. Puis j'ai écrit des chansons dans ma chambre, puis je me suis mis à produire un peu plus des chansons, puis la musique de film est arrivée. Donc il y avait quelque chose qui résonnait à énormément d'endroits. L'intelligence d'Alexis de se saisir de toutes les facettes des gens avec qui elle collabore en fait. Vis-à-vis de Mimi et de Billy, les moments où je les accompagne, c'est avec le score qui est plutôt un point de rencontre. J'ai été un peu une forme de point de rencontre. J'ai eu une sorte de rôle de direction artistique où c'était quand même beaucoup de travail de faire advenir toutes ces chansons et tout ce score. J'étais un peu à un endroit de rencontre, ce qui me va très bien. Le compositeur de musique de film, du coup, son rôle est de faire le ciment, de faire le lien, d'unifier finalement. Et d'ailleurs, dans le score, on retrouve les thèmes de Patouche, de Tu peux toucher, cette idée de la redigestion de la musique comme étant une matière qui fait partie d'une industrie et qu'on prend, qu'on reprend. On a l'impression que les stars inventent, mais en réalité, les choses se rejouent toujours d'une certaine manière. À l'endroit du score, l'ouverture, on retraverse Fisté jusqu'au cœur, Patouche, Tu peux toucher. Le générique de fin que j'ai composé, c'est un méga mix de toutes les chansons, version remixée. Du coup, il y a quelque chose où on pourrait rester étrangement aussi dans des formes d'univers clos où les choses se refont, se défont, se refont. Ce qui permet de poser un peu la question de la notion d'auteur. Très bien, merci Pierre. De rien. Pierre Desprats, donc pour Les Reines du Drame d'Alexis Langlois.